Il est 6 heures du matin sur la Pedra Bonita, le rocher qui domine le parc naturel de Tijuca et toute la baie de Rio. Nathalie et Mathéus ont crapahuté pendant 2 heures à travers la forêt pour profiter de cette vue. Un rendez-vous en toute intimité pour observer 10 millions de cariocas se réveiller. Et pour se faire une nouvelle promesse. La Pedra Bonita est un endroit particulier pour nous, puisque c'est ici que nous nous sommes rencontrés. Ce lieu est unique dans la forêt de Tijuca, où vous avez une vue spectaculaire sur toute la ville de Rio et les montagnes, où nous sommes allés faire de nombreuses balades. Et c'est aussi un endroit très fort, où on a senti que nous avions un intérêt l'un pour l'autre. Je pense que le Brésilien, comme tous les Latins, a sa façon d'aimer. Il s'agit souvent d'une relation sans lendemain, mais même si la relation est de courte durée, l'intensité des sentiments amoureux est incomparable aux autres cultures. Voilà quels amants nous sommes, les Brésiliens. Au Brésil, il y a 2 mots pour qualifier une relation amoureuse. Ficar, pour un rapport passionné mais libre, et namorar, quand les choses deviennent sérieuses et quand le couple devient officiel. Nathalie et Mathéus décident ce matin de franchir le pas. Je pense qu'on a une chaleur humaine bien plus grande dans les relations. On se dévoue plus, on s'aime plus, c'est plus chaud. Dans certains endroits, avec les religions, dans certaines familles, il y a encore cette barrière où la famille donne son avis sur celui ou celle avec qui vous devez rester. Les blocages concernant les relations du même sexe, on voit encore un peu ça, mais c'est la fin. On est plus libre aujourd'hui. Pour admirer la somptueuse baie de Rio, surnommée par les Indiens le bras de mer, la baie de Guanabara, il faut monter tout en haut de la montagne du Corcovado, au beau milieu de la ville. Depuis le milieu du 19e siècle, les touristes y viennent à pied ou en funiculaire pour photographier le Christ Rédempteur, l'immense statue qui domine Rio de Janeiro, 30 mètres de haut. Une œuvre créée par le Français Paul Landowski en 1931. Mais l'emblème de Rio, c'est l'incontournable Copacabana. Au cœur de la ville, son immense plage de sable fin ouvre sur 4 km la baie de Rio. À Copacabana, c'est le culte du corps que l'on vient célébrer. La métropole abrite des milliers de Miss Univers. Au bout d'un moment, cette beauté collective donne mal à la tête. Sur la plage se mélangent toutes les origines sociales. 4 favelas encadrent le quartier. Mais quelle que soit sa condition, le carioca est fier de montrer son corps. Ici, aucune pudeur. Copacabana est plus qu'une plage. C'est un quartier, un lieu social. Elle est surnommée par les habitants Princesinha do Mar, ou la petite princesse de la mer. On y passe la journée, entre amis ou en amoureux. On y fait du sport, ou on s'y repose en laissant filer le soleil pour mieux se préparer aux chaudes nuits de Rio en buvant pourquoi pas une petite caipirinha.
Maracana et Paolo, les nuits les plus chaudes commencent souvent en rouge et noir. Ces deux amoureux sont des supporters de l'un des 4 clubs de football de l'agglomération, Flamengo. Direction la Mecque du football pour tous les amateurs de la planète, le stade Maracana. Inauguré pour la Coupe du Monde 1950, c'est le plus grand stade du monde. À l'origine, il pouvait accueillir 200 000 spectateurs, debout pour la plupart. Une capacité ramenée à 80 000 places pour la Coupe du Monde 2014. Le Maracana, c'est notre deuxième maison. C'est là où on vient soutenir notre équipe, le Flamengo, où on la supporte, là où on aime être ensemble. Il y a de la ferveur, beaucoup de grands matchs, des groupes de supporters et de l'animation. C'est le plus grand stade du pays, le plus populaire aussi. Là où il y a les plus grands matchs, là où il y a eu la finale de la Coupe du Monde. Donc pour nous, la principale maison du foot, c'est ici. Ce soir, c'est le derby entre Fluminense et Flamengo, les deux principaux clubs de Rio. Je venais souvent avec mon père. Je suis venue aussi avec mon grand-père maternel et mon cousin, Aguinello. Et pour moi, cela me rappelle mon enfance. Vous savez, j'ai habité à côté du stade pendant 25 ans. Donc je me sens vraiment à la maison ici. Et à chaque fois que je reviens dans ce stade, je revis toute une partie de mon enfance. Moi, je soutiens le Flamengo. C'est ceux qui ont la plus grande équipe de supporters dans le pays, ici à Rio. Quasi la moitié de l'État soutient le Flamengo. Aujourd'hui, c'est la finale du championnat Carioca. Il y a eu 16 équipes qui se sont battues pour la première division. Et le Flamengo, elle est la première du classement. Cette équipe rassemble le plus grand nombre de supporters du pays. C'est comme une nation, la nation Rubro-Negra. Je suis enceinte. Alors bientôt, on va pouvoir amener notre fils ou notre fille au Maracana. Et lui, il va être comme un dingue. Il en rêve. C'est vrai, j'ai toujours dit que j'allais emmener notre fils au Maracana. Un de plus pour soutenir cette belle nation. L'année où le Maracana a été inauguré, un groupe d'habitants noirs de Rio de Janeiro a souhaité combattre la ségrégation qui régnait encore dans le pays. C'est comme cela qu'est né le club Renaissance, dans une vieille maison du nord de Rio. C'était d'abord un lieu de rencontre pour les familles noires de la ville. Mais, le soir, Renaissance est rapidement devenu le conservatoire de la samba originelle, celle qui puise ses racines dans les danses africaines. Ça remonte à 1951, la date à laquelle a été fondé notre club Renaissance, par un groupe de Noirs qui était rejeté de tous les clubs de la ville. C'est comme ça qu'est né ce club mythique. Il a été fondé dans ce but,
pour que les Noirs aient un espace social pour leur famille. Ici, on ne pratique aucune discrimination. Vous pouvez voir que notre club est ouvert à tous. On s'oppose à toutes les discriminations. La samba fait partie de l'identité nationale brésilienne. Une journée nationale lui est même dédiée chaque 2 décembre. Mais au Club Renaissance, les stars de la spécialité font la fête tous les lundis en toute simplicité. Je crois que c'est une chose culturelle du Brésil. Ici, au Brésil, on a l'habitude de chanter depuis tout petit. La musique est très présente dans notre vie. Ici, c'est le rendez-vous de la résistance culturelle, parce qu'on chante la samba. La samba est une musique de résistance. Si l'on voit tous ces gens heureux de chanter, c'est qu'il y a une joie de chanter des paroles qui parlent de la vie et de l'histoire du peuple noir. De la lutte du peuple noir au Brésil pour survivre. Rio le jour, c'est un tout autre rythme, tropical et langoureux. À proximité de la plage d'Ipanema, le parc botanique est une des destinations préférées des amoureux. Construit en 1808 sur ordre de Jean VI, roi du Portugal et du Brésil, il abrite 6500 espèces de plantes, dont un grand nombre en voie de disparition. Au centre du parc, le lac artificiel abrite les plus grands lys d'Amérique du Sud, l'Amazonica de Victoria, avec des feuilles mesurant jusqu'à 3 mètres de long. Mais pour les visiteurs, c'est d'abord une promenade magnifique, en famille ou à deux. Tout près de là, au pied du Corcovado, le parc Laage est l'un des jardins préférés des Cariocas. Ce manoir était autrefois la résidence de l'industriel Henrique Laage. Dans les années 60, la propriété est devenue un parc public, avec des sentiers de randonnée à travers la forêt subtropicale. Pour les célibataires, on trouve ici une multitude de 10 heures de bonne aventure. Rosetta est venue consulter Pai Gil sur son avenir amoureux. Les chemins sont ouverts. Il y a 2 chemins à suivre. Et je vois aussi un destin très grand à l'international. L'argent arrive, l'amour envahit ton cœur. La force des astres est en ta faveur. C'est ton année, mais tu dois ouvrir ton cœur parce que l'amour frappe à ta porte. 1, 2, 3. Notre corps est à nous. Notre âme aussi. Mais notre esprit est lié à Dieu. C'est pour ça que sur Terre, il y a les 4 éléments de la nature qui donnent sens à la vie. L'eau, la terre, le feu et l'air. Sans ces 4 éléments, rien n'arriverait. Je connais tout de la magie. Je suis un père spirituel, comme un chaman. Je ne peux pas dire comme le pape, hein. Mais j'ai le grand savoir de la magie. Il y a beaucoup de questions sur les maladies, l'amour. 80% sur l'amour. La plus grande crise du monde, c'est l'amour. Avec la télé et les connexions technologiques, l'amour est perturbé. Dans les années 50, les gens voulaient vivre l'amour éternel. Mais plus aujourd'hui. Leur esprit n'est plus en phase avec le divin.
Mes parents connaissent le père Gilles depuis plus de 10 ans. Ma tante aussi. Et elle m'a dit que je pourrais le trouver ici. Alors je suis venue le consulter. Il m'a dit d'avoir plus la foi, de m'ouvrir à l'amour, que mes chemins sont ouverts et que mon amour est en Europe. Quand j'irai là-bas, il m'a dit d'aller sur la tombe de Jeanne d'Arc, parce qu'elle représente l'esprit du dieu Boa. C'est le choix qu'il m'a donné, le chemin qu'il m'a proposé de suivre. L'exercice est pris très au sérieux au Brésil, où l'on ne plaisante pas tellement avec la spiritualité ou avec les traditions. Des traditions comme les photos de mariage, essentielles dans la vie du couple et que beaucoup viennent réaliser dans le parc Lage. Beaucoup de gens nous félicitent parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage de faire ce qu'on fait. Beaucoup de couples se marient, mais ils ne font pas tous ces photos qui mettent ainsi en scène notre union. Comme dans la tradition. Oui, c'est traditionnel. C'est ce qu'on a décidé de faire. De nos jours, au Brésil, à la différence du monde entier, je pense, la majorité des couples font le choix de se marier. Même si la question du vêtement, la question du mariage à l'église stresse beaucoup. C'est toujours difficile de se projeter. Nous, on a fini par faire le choix d'un mariage traditionnel, avec des vêtements brillants, une robe et un costume de mariée. On a voulu s'éloigner de la folie du centre-ville et venir ici pour faire des clichés plus romantiques, différents. On est là un lundi, tout seul, rien que nous. Après Copacabana, rendez-vous populaire, l'autre grande plage de Rio, c'est celle d'Ipanema. Une autre ambiance. C'est le quartier chic et branché du sud de la ville. Près du front de mer s'alignent les boutiques de luxe, des marques internationales, mais aussi des spécialités brésiliennes, version haut de gamme. Ici, on ne propose que du cacao. Un chocolat avec un design original. Il a été dessiné spécialement pour nous par Oscar Niemeyer. C'est vraiment chic. Ça veut dire quoi la magie de la fève parfaite? Cette boîte raconte l'histoire de cette amande brésilienne de cacao. Tout notre cacao vient de la forêt de Bahia. C'est un travail très spécifique pour montrer au monde où est né le chocolat. Le chocolat n'est pas né en Suisse. Le cacao provient des terres au cœur du Brésil. C'est un fruit tropical d'Amazonie. Je ne travaille pas pour faire un produit qui va satisfaire mon client. Je travaille pour raconter l'histoire d'un produit, l'histoire du cacao. Mon engagement, c'est le cacao. C'est là que commence le travail du chocolat. Je veux manger comme ça? Bien sûr. Ça, c'était la partie qui était dedans, c'est bien ça? Exactement, ça provient de la fève. Ça sent bon. Ça vient de la fève. Ce fruit de cacao est planté au Brésil, au milieu de la forêt atlantique vierge, avec des troncs énormes d'une taille incroyable. Et à côté, vous avez les arbres de cacao qui utilisent l'ombre de ces arbres centenaires. Donc la forêt, c'est le berceau, d'où sort le cacao. Et puis le fruit va dans une ferme pour entamer un processus qui est un peu comme le processus du vin. Regardez, vous sentez déjà son arôme? C'est délicieux. Sentez, c'est déjà du cacao. C'est la première étape de la transformation. Ça sent bon. La nuit tombe sur le port de Rio qui rythme la vie économique de la ville. Jusqu'en 1888, il était le lieu de débarquement des esclaves, amenés d'Afrique jusque ses docks, de l'autre côté de l'Atlantique.
Derrière le port, le quartier de Pedra do Sal est aujourd'hui une communauté métissée et vivante. Un quartier où s'organisent, le jeudi soir, les rodas, ces fêtes à ciel ouvert où le public danse en cercle autour des légendes de la samba. Pour les gens qui viennent la première fois, c'est un endroit avec de bonnes ondes, où vous pouvez écouter une bonne samba, draguer, passer un moment agréable, en plein air. Je viens souvent parce que j'adore cette ambiance. Mais je pense qu'ici, les gens viennent spécialement pour draguer. Il y a aussi beaucoup d'étrangères. Et alors, entre les étrangères et les cariocas, c'est chaud. Moi, je suis amoureuse de Rio. J'ai une relation intense avec cette ville et je n'ai plus le temps pour les hommes, pour les laisser entrer dans mon cœur. Jamais je n'aurais pensé tomber amoureuse d'un endroit, mais je suis amoureuse de cette ville, comme si c'était un homme. Si vous voulez, les cariocas, ça va, ça vient. La ville, elle au moins, elle est fidèle. À Rio, les fêtes ne finissent jamais vraiment. Au petit matin, la baie résonne encore des rythmes de samba. Sur la colline du plaisir, c'est une autre inspiration artistique qui colore la favela. Ghetto pacifié en 2009, ces petites ruelles hébergent désormais le chemin du graffiti. Une cinquantaine de maisons ont été rénovées et graffées par des artistes locaux. Certains rêvent désormais de mettre en couleur tout le quartier. Un geste artistique et social pour sensibiliser les habitants à la préservation de leur environnement. J'ai demandé d'abord à un ami de faire le portrait de mon père, parce qu'ici, c'est la maison de mes parents. Et je me suis dit que ce serait marrant de graffer quelques portraits des gens qui habitent ici depuis que je suis né. C'est là que j'ai appris à vivre. Au début, j'ai invité une quarantaine d'amis, puis on s'est retrouvés à 50, 60. J'étais très heureux car j'avais réussi à leur offrir tout le soutien nécessaire pour faire du bon boulot. La peinture, la bouffe, bref, on a passé une super journée à s'amuser, à peindre une première ruelle. Un peu comme une galerie à ciel ouvert. Aujourd'hui, quand je me balade dans ma communauté, je la vois avec un regard tranquille. On ne vit pas ici avec la peur de prendre une balle. Pour moi, ça a toujours été tranquille.
La favela s'appelle la colline des plaisirs. Elle donne cette sensation paisible. Donc je trouve ça normal ce qui se passe aujourd'hui. Les visites, la curiosité des touristes. Même s'il y a des gens qui disent encore « Mais comment ça? C'est pas dangereux? Où sont les trafiquants de drogue ?» Ben non, regarde, il n'y a pas d'assassins ici. Voilà, elle porte bien son nom, la colline des plaisirs. Je pense que vous aussi, maintenant, vous aurez un plaisir énorme à vous balader dans ces ruelles. C'est clair qu'il manque encore quelques murs à faire, mais on termine actuellement la première partie et l'idée, c'est de repeindre la favela tout entière. Redescendons la colline. En plein centre, les cariocas se promènent au milieu du marché aux puces et aux antiquités tous les week-ends. Un marché où on trouve absolument tout, même des poètes. Installé entre deux commerçants, Gonzalo s'inscrit dans la tradition des poètes populaires, ceux qui perpétuent la tradition de la poésie de cordel, qu'on imprime dans des petits recueils reliés par une cordelette. Une poésie du quotidien que les amoureux peuvent venir commander directement à l'auteur. On raconte son histoire, on exprime des envies, et Gonzalo traduit cela en vers improvisés. Depuis une vingtaine d'années, cette poésie de colportage possède même sa propre académie à Rio de Janeiro. Tiens, j'espère qu'il te plaira. Quand la maison tombe, la lumière s'éteint. La vie s'effondre. Mais à la porte, on apprend dans les échecs qu'il y a des rencontres qui transforment la douleur en sourire, joie et amour. Chaque demande de poème est une nouveauté. On ne sait jamais si on va arriver à la satisfaire. Je crois que les poèmes sont une manière d'exprimer ce que vous sentez. Et il a réussi à exprimer mes paroles. La plupart des poèmes parlent d'amour, mais il y a plusieurs types d'amour. Les gens qui ont la nostalgie de leurs parents qui sont loin, par exemple. J'ai déjà eu la commande d'un poème pour un mari décédé. Ce sont plusieurs formes d'amour pour lesquelles les gens viennent nous voir. À nous de transcrire leurs paroles. Depuis le quartier de Santa Teresa, on profite d'une des plus belles vues sur la baie de Rio. C'est ici que les colons portugais ont construit leurs maisons pour pouvoir observer les mouvements des navires. Même si les nouveaux riches préfèrent désormais Ipanema, Santa Teresa est resté le cœur bohème de Rio, la patrie des artistes et des intellectuels. Dans une petite rue pavée du quartier, Emilio et son 4x4 ne passent pas inaperçus. C'est ici que cet amoureux du café a ouvert une école dédiée à cette production typiquement brésilienne. L'école du café n'est pas réservée aux professionnels. Ici, tout le monde peut apprendre des recettes, parfois surprenantes, à réaliser à la maison. Je me suis intéressé au café tout d'abord parce que le Brésil, c'est le plus grand producteur du monde. Ensuite, parce qu'avec un peu de honte, je me suis aperçu que nous, Brésiliens, nous savons finalement peu de choses sur ce café, alors que c'est un produit primordial pour notre culture, pour notre économie, pour notre histoire et pour notre évolution ethnique. Le café a quelque chose qui le différencie du vin.
Il a besoin d'une attention jusqu'au dernier instant. Au moment de faire une tasse de café, tout le travail du producteur, tout le travail du café en amont peut se perdre. Alors quand j'ai identifié ça, j'ai vu que dans la chaîne du café, à la fin, il y avait une faille. Il n'y avait personne qui savait extraire un bon café. Donc au lieu de monter une cafétéria, eh bien, j'ai monté cette école de café, où on enseigne aux gens les secrets de cette merveilleuse boisson qu'est le café. Alors, je vais vous apprendre à faire une boisson que j'ai créée en 2005, qui s'appelle le doigt de la femme. C'est le résultat d'une histoire d'amour. Alors, comme cette boisson vient d'une histoire d'amour, c'est une boisson enchanteresse. Les gens qui prennent cette boisson tombent amoureux dès la première personne qu'ils rencontrent. Le premier ingrédient, c'est la crème de chocolat. Vous mettez l'équivalent d'une grosse cuillère. Ensuite, c'est la confiture de lait, puis le lait chaud, et vous posez sur le bord du verre le piment. Ensuite, on verse le café le long du piment, justement. Il y a quelque chose d'enchanteur, il y a une magie. Cette cannelle, cette rose. Si on se souvient que c'est une histoire d'amour, au début, il y a le chocolat, la douceur du lait, tout est très sucré. Et puis au milieu de l'histoire, on est un peu amer, surgissent d'autres sentiments, d'autres sensations. Quand vous pensez que le piment c'est seulement une blague, eh bien vous allez voir qu'elle marche la blague. Attention, vous allez tomber amoureux de la première personne que vous allez regarder. Le café a été introduit en Europe par les Arabes. Et les Arabes l'ont découvert en Éthiopie. Ils ont commencé à le planter dans le sud de la péninsule arabe. Là, le café était connu sous le nom de caroué, c'est-à-dire celui qui donne la force. Quelque temps après son introduction en Europe, il va y avoir un problème. Les femmes vont s'insurger contre le café parce que les hommes qui le buvaient se rendaient dans les cafétérias. Mais en fait, ces cafétérias, c'était des bordels. Et les femmes ont commencé à critiquer le café en disant que les hommes perdaient leur appétit sexuel car ils sortaient pour prendre un café et à la maison, quand ils revenaient, ils n'accomplissaient pas leur devoir conjugal. De là est venue l'habitude des femmes de faire le café à la maison. L'habitude de prendre du café en filtre vient exactement de cette histoire. Les femmes ont appris à faire le café pour que leur mari n'ait plus d'excuses pour sortir de la maison et prendre le café dans les bordels. Au pied du Corcovado, la baie de Botafogo. À l'heure où les bars et les clubs commencent à s'animer, une procession religieuse longe le front de mer. Au Brésil, 88% de la population s'affirme chrétienne. Et malgré un style de vie qui semble profondément libéré, la religion demeure une affaire très importante. Toda parte encontro seu olhar, sua presença, e elevo o pensamento em oração. Quelques centaines de mètres plus loin, c'est une autre procession. C'est la file d'attente du Cénarium. Situé dans les rues bohèmes de Lapa, célébré dans les médias comme l'un des meilleurs bars du monde, c'est le club le plus populaire de la ville. Ancienne boutique d'antiquités,
le Scénarium est aujourd'hui l'endroit idéal pour faire la fête toute la nuit. Il accueille 1500 clients chaque soir pour rivaliser sur la piste de danse. Car dans la ville où existent des centaines d'écoles de samba, la danse est une véritable religion. Il y a des personnes qui restent très préoccupées par la technique et commencent à danser un peu comme ça. Et il y en a d'autres qui ne s'en préoccupent pas du tout et dansent avec plus de liberté. La liberté, c'est plus important que la technique. L'important, c'est de s'amuser en dansant comme si vous étiez sous la douche tout seul, sans se préoccuper de quoi que ce soit. J'essaie de transmettre ça à mes élèves. Je crois que la technique, c'est un plus. Mais il ne faut pas oublier de se divertir, prendre du plaisir. Danser doit rester agréable. Je crois que ce qui est très important, d'après ce que les femmes me disent, c'est qu'un homme qui sait danser, eh bien, il a plus de sensibilité, plus de maintien. Il prend soin de la femme, et avec la danse, ce qui est bien, c'est que la femme perçoit la personnalité de l'homme. La danse donne une bonne estime de soi, ça rend plus social. Et les gens qui dansent sont des gens différents, plus ouverts, plus communicatifs. Il est 6 h du matin et les derniers danseurs bougent toujours sur la piste du Scénarium. Mais sur les plages de Rio, c'est l'heure des meilleures vagues en toute tranquillité. Pour Teresa, chaque jour, séance de surf quasi obligatoire. Je crois que le surf est carioca, parce que c'est sensuel. La plage fait partie de notre quotidien. Et cette communion avec la nature, quand vous surfez une vague, ceux qui ont essayé ne peuvent l'oublier. Vous diffusez un sentiment de joie, de conquête, de réussite, parce que vous ne dominez pas une vague. Vous allez avec elle, comme si vous lui apparteniez. Quand j'ai commencé à surfer, c'était comme commencer un amour doucement. Je ressentais de la honte car j'avais 42 ans et je n'étais jamais montée sur une planche. Je ne trouvais pas l'équilibre, c'était difficile. Puis j'ai appris à aimer et c'est devenu un amour passionnel. Teresa, comme la grande majorité des Brésiliens, aime les tatouages. Dans chaque quartier, on trouve des petits ateliers pour choisir son dessin. Chaque artiste tatoueur a sa spécialité. Mais l'exercice commence toujours par une longue préparation. Il faut connaître les clients, comprendre leurs motivations et leurs envies. Nelson et Isabella ont ainsi décidé d'inscrire leur amour sur leur peau. Je le considère comme mon empereur.
En plus d'être en couple depuis longtemps, on est très amis, on ne se dispute pas. On va partout ensemble. Je l'accompagne même au travail. Oui, on aime les mêmes choses. Donc, on a le sentiment que notre relation va durer. Une relation comme un tatouage pour toujours. C'est pour ça que le premier tatouage que l'on fait, c'est un tatouage qui représente une alliance. En fait, dès que l'on a une idée folle, l'autre y va. Un tatouage, c'est moins cher qu'une alliance. Et en plus, c'est unique. Une alliance, je peux la perdre. Elle peut tomber, mais ça, non. En 10 ans, ça a beaucoup évolué. Les gens n'ont plus les mêmes préjugés. Avant, si vous aviez un tatouage, vous étiez un bandit. Et une femme, elle était considérée comme... tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, les gens sont fiers de leur tatouage. C'est comme un art. Les vedettes de la télé ont des tatouages, les acteurs des telenovelas ont des tatouages, les joueurs de foot, tout le monde a un tatouage. Je crée des tatouages pour les célébrités. Les tatouages, par rapport à il y a 10 ans, sont devenus un art luxueux. Laisse-moi voir le tien. Ah, j'aime bien ce... Et la couronne. Toi, tu n'as pas de... Moi, j'en ai un. Si on avait tatoué tes boutons, ça ressemblerait à une constellation. Depuis le temps qu'on est ensemble, on ne se dit pas tiens, est-ce qu'on sera encore ensemble dans quelques années? Il y a des gens qui font des tatouages, mais ils ont peur, parce que leur histoire ne va peut-être pas durer. Mais pas moi. Je me fais un tatouage et ça va rester éternellement, comme notre relation, éternellement. Dans la Cité de Dieu, l'une des plus violentes et célèbres favelas de Rio, un photographe a décidé de donner aux habitants une autre image d'eux-mêmes. Comment ? En fondant une agence de mannequins qui recrute exclusivement dans la jeunesse du quartier. Avec son association, il apprend aux jeunes filles à devenir des top modèles, les préservant des dérives de la rue. Les beautés de la Cité de Dieu réussissent parfois leur pari, comme Gisèle Guimarães, devenue une des stars de l'agence Élite. Mais plus qu'une simple réussite individuelle, c'est toute la favela qui voit ainsi son image transformée grâce au travail de l'artiste. Tout a commencé quand j'ai fait les premières photos avec Gisèle Guimarães. Et à l'image des photos de mode classiques, elle voulait faire des clichés sur la plage, un lieu très glamour. Et j'ai passé pas mal de temps à la convaincre de faire le premier shooting dans la favela. Elle me disait non, ici c'est moche, on peut pas faire ça. J'ai dit ok, on va faire le premier shooting ici et ensuite sur la plage. Et elle a fait le premier essai ici. Elle a commencé à voir la communauté sous une autre perspective, à comprendre que le contraste enrichit votre profil et votre look. Et puis on a été publié dans les revues, les télés, et tout le monde a eu cette curiosité.
Et aujourd'hui, si la favela est à la mode, eh bien c'est parce qu'on a commencé à faire ce premier pas. Pour nous, c'est positif, parce qu'on réussit à montrer l'autre côté des choses. Avant, les médias étaient très sensationnalistes, ils ne montraient que la question marginale. Nous n'apparaissions dans les journaux que sur les pages des faits divers. Aujourd'hui, on est sur les pages sport, les pages culture, et aussi dans les rubriques découvertes des journaux de Rio. Rio est une ville romantique, déjà par sa beauté naturelle, mais aussi à cause des gens qui l'habitent. C'est pas une relation physique, c'est une ville d'amour. Rio recycle ainsi ses zones les plus difficiles. En bas de la colline, un échangeur autoroutier abrite le Balai Charme. Un club totalement fou qui prend possession de cet espace urbain improbable où 5000 danseurs se retrouvent une fois par mois. Le Balai Charme, c'est la jonction de toute une culture. On se réunit le samedi pour retrouver des amis qu'on ne rencontrerait nulle part ailleurs. Alors une fois par mois, on se retrouve en dessous du viaduc. C'est un mix d'amour, de chaleur, de nostalgie, d'amitié, oui. C'est un tout. Je viens ici depuis déjà 13 ans. Et c'est vrai qu'on entend des a priori. Par exemple, les gens me disent « Comment tu peux aimer faire la fête en dessous d'un viaduc ?» Alors je réponds que ça fait partie d'une culture. Et cette culture, elle vient du ghetto, à l'époque où il n'y avait pas de ressources, pas de fric. Donc les gens se réunissaient dans les garages, dans les ruelles. Alors quoi de mieux qu'un viaduc pour coller à cette danse urbaine, à nos racines. Quand les gens disent « Ah, mais le viaduc de Meidura, ça craint », moi je leur dis « Vas-y, viens et juge par toi-même ». Le fait de danser tous les mêmes pas est la caractéristique du ballet. Être ensemble, un phénomène social. N'importe qui peut se mettre à côté et prendre le pas. C'est grâce au Balai Charme. Pas ici sous le viaduc, mais dans un autre ballet que je l'ai rencontré. Moi, je ne dansais pas à l'époque. J'ai appris grâce à lui. Il est devenu mon professeur, puis mon amour. Les Balai Charme résument parfaitement Rio. Une ville en pleine transformation où la créativité ne connaît aucune limite et où la danse et la musique sont au cœur de chaque existence.